Ça pique mais c'est bon. Anne Romanoff. J'imagine qu'on doit souvent vous demander, Marc Lévy, s'il y a une recette pour faire un best-seller. Il n'y a pas de recette, en fait. Non. C'est la sincérité. Non, mais surtout qu'on peut personne. On peut pas. Faut être fou pour se mettre à écrire en se disant je vais écrire un best-seller. Et qu'est-ce que le succès a changé pour vous, à part une aisance financière, bien sûr, mais est-ce que en tant qu'être humain, ça vous a transformé, ou alors au contraire, vous avez voulu rester pareil? Non, ça a rien. Alors, si, il y a une chose que ça a changé, c'est que j'ai la chance de vivre de mon métier. Et ça, c'est quelque chose dont je suis conscient et que je remercie tous les jours la vie de m'avoir offert cette chance-là. Une deuxième chose que ça a changé, c'est que je fais partie de ces gens de ces hommes qui ont la chance de travailler à la maison. Et donc, je peux voir mes enfants grandir. Et ça, c'est un cadeau de la vie absolument inouï. Parce que je sais que c'est pas le cas de tous mes amis. Et ça, je sais que c'est le plus gros cadeau que la vie m'a offert. Et puis, vous êtes interrogé par Anne Romanoff. Je gardais le meilleur pour la fin. Voilà. Vous m'avez enlevé ma chute. Ça n'est pas très gentil. Il y a quand même une émotion, un truc, non? J'allais vous le dire. Voilà. On allait y venir. Donc, qu'est-ce qu'elle a et entre troisième... les deux, entre ces deux choses dont je viens de parler, et le fait de passer un moment avec Anne, dont j'avais raté le passage quand elle est venue à New York, et bien le reste non, parce que ça n'a pas changé. Non, du tout. Mais alors du tout, vraiment. Et cette envie d'écrire, vous la portiez en vous depuis toujours. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment, vous vous êtes dit, ça y est, je me lance, j'essaye? Le fait que je n'imaginais pas du tout, en me mettant à écrire, que j'allais le publier. Parce qu'en fait, c'est le plus grand inhibiteur de l'écriture, c'est que, étrangement, il y a des tas de gens qui se mettent à peindre, et on ne se met pas à peindre en pensant qu'on va faire une expo. On ne se met pas à un instrument de musique en pensant qu'on va donner un concert. D'ailleurs, les gens se disent, je viens de me mettre au piano. Sauf que, étrangement, avec l'écriture, si vous dites « je viens de me mettre à écrire », il y a immédiatement, d'abord, il y a une... Je ne sais pas pourquoi, mais ça suscite très généralement la moquerie. Les gens disent « ah oui, bien sûr, tu vas écrire ». Et quelqu'un qui écrit. Voilà. Et on pense tout de suite à la publication. Et moi, quand j'ai écrit « Si c'était vrai », je n'ai jamais imaginé une seconde que j'écrivais pour être publié. Ça n'était pas... Vous aviez quel âge quand vous avez écrit ce premier roman? 39. 39. Ouais. Et j'écrivais pour donner ça. J'écrivais, j'avais une idée en tête qui était complètement idiote, mais qui m'amusait beaucoup. Je me suis dit, je vais faire un pied de nez au temps. Et je vais garder cette histoire. J'avais 39 et je me suis dit, je vais la donner à mon fils quand il aura, lui aussi, entre 35 et 40. Et pendant le temps de la lecture, on aura le même âge. Et j'adorais cette idée d'avoir l'âge de mon fils, ou plutôt que mon fils ait mon âge, enfin les deux en même temps. Et heureusement que vous l'avez fait lire. Et alors, le premier éditeur vous a dit oui, vous avez eu des refus? Comment ça s'est passé? Non, parce que quand on débarque à 39 ans dans l'édition, qu'on n'a jamais rien fait avant... Mais en fait, j'ai eu beaucoup de chance. C'est vraiment énormément de chance. Je sais que j'ai eu vachement de chance. Ma sœur a lu le manuscrit. Et votre sœur est scénariste, c'est ça? Ah oui, à l'époque, elle n'était pas encore... Enfin, elle commençait sa carrière de scénariste. Mais elle avait travaillé dans pas mal de comités de lecture. Donc elle connaissait le métier. Et ma sœur a vu le manuscrit sur mon bureau. Elle l'a pris, elle l'a lu, elle m'a rappelé le lendemain. Et elle m'a dit, il faut que tu l'envoies, tu vas être publié. Et je lui ai dit, oui, bien sûr. Et après, elle me rappelait. Et alors, elle était obsédée par ça. Elle n'appelait plus pour dire comment ça va. Elle me disait, est-ce que tu l'as envoyé? Même plus bonjour. Oui. Et je vous jure, je l'ai envoyé pour qu'elle arrête pour qu'elle me fiche la paix. Elle vous a foutu la paix, du coup? Vous l'avez envoyé par la poste, sans lettre, sans... Mais comme parce qu'il y a aussi une chose quand on veut être publié... Attendez, Marc, parce que la question est très importante, Dan. Vous avez envoyé un truc par la poste et ils l'ont reçu? Oui. Et alors, vous avez tout de suite eu une réponse? Comment ça s'est passé? Oui, ils m'ont appelé 10 jours après. Et ils vous ont dit quoi? En fait, quand ils m'ont appelé, c'était drôle parce que c'était... Là, vous étiez architecte à ce moment-là. Je dirigeais mon cabinet d'architecture. Et quand, en fait, c'est le président des éditions Lafon qui m'a appelé, qui à l'époque qui est toujours votre éditeur, du coup. Oui. Et j'ai cru il avait la même voix que un des meilleurs amis de ma sœur. Et donc, vous croyez que c'était une blague? Je lui ai dit, c'est très drôle. Il vous a dit quoi? Il vous a dit, je vous publie? D'abord, il est resté. Il m'a appelé, il m'a dit, parce qu'en plus, il dit Marc Lévy, personne ne m'appelait Marc Lévy, les gens ne vous appellent pas comme ça prenez votre nom, on vous dit Marc ou on vous dit... Et donc j'ai dit oui, et je reconnais tout de suite la voix de Philippe. Copain de votre sœur, ouais. Et je lui dis oui, bien sûr. Et là, bonjour, alors il me dit, monsieur, bonjour Bernard Fixot, édition Robert Laffont. Oui, moi, j'ai lu votre manuscrit et on voudrait vous publier. Et je lui dis oui, bien sûr. Et là, il y a un blanc au téléphone et il me dit non, mais je suis vraiment... Et j'étais tellement convaincu que j'ai dit oui, bien sûr.
Et il a senti, alors il s'est un peu énervé, il m'a dit, bon écoutez, on va faire une chose, vous allez me rappeler à tel numéro, et puis comme ça, vous verrez que c'est pas une blague. Je dis oui, puis c'est bien sûr pas du tout le numéro du café dans lequel tu te trouves. Voilà. Et donc il m'a dit... Malgré tout, il a tenu, bon, il était motivé quand Il même. est resté très calme, ouais, il m'a dis donc, dit, bien, vous allez donc chercher dans l'annuaire le numéro de téléphone des éditions Lafon, vous allez me rappeler, et là j'ai eu un petit doute, quand même, parce que j'ai senti une petite On va tension, faire une boulette. et j'ai dit, non mais c'est vraiment... Oui, c'est vraiment. J'ai dit, bon, Là, d'accord. vous vous êtes dit, et si c'était vrai? Exactement. Et on s'est vu. Et puis voilà. Et donc, vous l'avez rappelé, et depuis, il est votre éditeur. Alors, lui, il a quitté les éditions Lafon pour remonter une autre maison d'édition, mais je suis resté chez Lafon. Fidèle, pour Fidèle. dis donc, heureusement qu'il n'a pas dit qu'est-ce que c'est que ce connard qui ne croit pas que c'est moi, non? Qui veut le dire. Surtout qu'en plus, le connard sort, c'est moi. Quand j'ai pris conscience que le bouquin allait sortir, je voulais plus du tout qu'il sorte. Une trouille, mais vous n'imaginez pas une trouille Phénoménal. énorme. Et j'ai démissionné de mon cabinet d'architecture à cause de ça. Sans savoir que ça allait marcher ou... Ouais. Ah oui. Vous en aviez marre d'être architecte? Non. Moi, j'ai tellement souffert dans mon enfance des gens qui m'expliquaient que ce que je voulais faire ce n'était pas possible. Je n'ai vu que ça dans mon enfance. Dès que vous disiez non, c'est pas possible. Et j'avais un truc que j'avais toujours pas digéré, c'est que le rêve de ma vie, c'était d'être médecin. Et je pense que j'aurais été un bon médecin, pour tout vous dire. Vous avez une tête de médecin, hein, pour être franc. Et voilà. Et on m'a dit c'est pas possible. Qui vous Parce a que dit ça? Les gens. Les gens. Le pays dans lequel je vivais. Ouais. La France? Oui. Parce que pour être médecin, à l'époque, il fallait être très bon en maths. Très bon. Et mal C'est écrire. logique, hein. Et On peut vous êtes... aider, Marc. Hein. Moi, j'ai une petite tension. Et c'était Christine est moyenne et en c'était ce un moment. truc qui m'est... Bon, j'ai compensé, j'ai passé 6 ans à la Croix-Rouge après. Mais c'est un truc que j'avais dans la gorge. Et en fait, quand j'ai écrit cette histoire, quand je vous disais, je l'écrivais pour partager un truc avec mon fils, que je voulais juste... Toute cette histoire, c'était pour dire à mon fils, les pas possibles, tu les écoutes pas. Voilà, tu vas au bout de tes rêves. Même si c'est un truc de dingue, fais-le. Alors, je sais qu'aujourd'hui, la phrase, elle est un peu galvaudée, va au bout de tes rêves, il y a eu plein... Mais en 99, c'était pas du tout le... Vous voyez, en 99, quand vous disiez... Donc il y avait un vrai message fort dans ce livre, c'est ça qui a touché les gens. Oui, c'est pas un message, parce que bon, message, c'est un peu prétentieux. c'était Quelque chose juste qui une vous envie tenait de vraiment à partage, cœur. voilà. Quelque chose qui vous tenait Et vraiment à cœur. là, comprenez la situation dans laquelle je me trouve. C'est-à-dire que je dis dans ce bouquin à mon petit garçon, parce qu'il a 9 ans à l'époque, va au bout de tes rêves. Et moi, j'ai écrit un manuscrit et Spielberg l'achète pour en faire un film. Là, qu'est-ce que vous faites? Vous retournez au mise en bureau le abîme. lendemain comme si de rien n'était. Faire des Vous plans. prenez un risque, vous larguez tout et vous dites, moi, on vient de me donner un rêve que j'avais même pas osé faire. Il faut que si j'y vais pas au bout, c'est un mensonge. Donc j'ai tout largué pour écrire le deuxième. Europe 1, ça pique, mais c'est bon.